En escale à Marseille, entre Bella Horizonte et Rome, Rimiko Canas, ancien directeur de l'ICM, est venu présenter son dernier ouvrage, La paix au Moyen-Orient. Quelles implications des chrétiens? Rimiko Canas, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à Marseille où vous revenez après quelques années d'absence. Vous avez été directeur de l'ICM de 2014 à 2016. Ensuite, vous êtes parti à Rome, puis à Nairobi au Kenya, puis à Ottawa au Canada, puis à Belo Horizonte au Brésil, d'où vous arrivez directement. Oui. Vous êtes chercheur associé à l'IREMAM d'Aix-en-Provence, l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabo-musulman, également chercheur associé au PISAI à Rome. Vous avez été professeur à l'université de Nairobi, puis à Ottawa, donc aujourd'hui au Brésil. Et j'aimerais savoir quand même, entre Marseille 2016, votre départ, et aujourd'hui votre retour ici, ce qui s'est passé, quel a été votre parcours dans ces différents pays? Alors, d'abord, c'est un parcours familial, donc une famille qui s'est agrandie au fil des étapes, et notamment à Nairobi, où nous avons eu un deuxième garçon. Et cette évolution familiale a été accompagnée de recherches plus personnelles, fidèles à l'esprit de l'ISR de Marseille, puisque j'ai continué, depuis mon départ en septembre 2016, j'ai continué à travailler les questions du dialogue islamo-chrétien en particulier. C'est notamment sur proposition de Monseigneur Jean-Marc Aveline qu'à Rome, en 2017, j'avais commencé à travailler sur la figure d'Étienne Renaud, que nous connaissons bien à Marseille, puisqu'il y avait terminé sa vie. Et à partir de cette recherche sur Étienne Renaud et sur d'autres figures des Pères Blancs, je me suis petit à petit spécialisé sur l'approche singulière des Pères Blancs vis-à-vis de l'islam. Ça a donné lieu à quelques publications dont je suis un peu fier, puisqu'elles m'ont demandé beaucoup de travail. Et puis ça m'a donné lieu à de nombreuses collaborations et de belles rencontres. Au PISAI à Rome, par exemple, où j'ai pu créer des liens d'amitié très forts avec plusieurs des responsables de cette maison. À Nairobi ensuite, où j'ai travaillé donc au Tangaza University College. D'ailleurs, il fallait enseigner en anglais. Vous êtes devenu polyglotte depuis 2016. Donc, il a fallu enseigner en anglais l'histoire des relations islamo-chrétiennes et l'histoire de l'Église à un public donc africain, ce qui était extraordinairement intéressant pour moi qui arrivais de l'autre côté du Sahara, de l'autre côté de la Méditerranée, puisque c'était un échange de points de vue, un échange d'expériences qui n'a été que fructueux, en tout cas extrêmement intéressant et qui a enrichi ma compréhension de la question. J'ai de même pu enseigner ces questions à Ottawa, donc en français et en anglais, puisqu'Ottawa est cette ville bilingue, et une ville internationale donc, qui permet là aussi de croiser des points de vue, de croiser des recherches, et de rencontrer là aussi des personnes qui sont à la fois apeurées par l'islam, mais en même temps sûres que le chemin n'est pas celui de l'affrontement et que du coup il faut travailler à ce que l'on appelle le dialogue et la rencontre des religions. Donc à chaque fois, chaque étape est une étape d'approfondissement sur ces questions. Et puis la dernière étape, donc, c'est celle que je suis en train de vivre, du coup au Brésil, à Belo Horizonte, où là, le premier défi est celui de l'apprentissage du portugais. Donc, on rajoute une nouvelle langue à cet itinéraire, une langue qui n'a rien de facile malgré ses accointances latines. D'après ce que j'ai compris, vos fils apprennent beaucoup plus rapidement. Voilà, les enfants ont cette capacité à apprendre les langues beaucoup plus rapidement que nous les adultes. Mais de fait, le Brésil représente un autre terrain extrêmement intéressant pour ce qu'on peut appeler la rencontre interculturelle et la rencontre des religions. C'est un terrain de recherche principalement. On le sait depuis Lévi-Strauss, par exemple, que c'est un terrain fascinant pour l'étude des religions indigènes, mais aussi l'étude des religions afro-brésiliennes.
Et j'essaie pour ma part, à mon petit niveau, d'essayer de continuer mon travail sur les pères blancs qui ont été présents au Brésil un tout petit moment. Et surtout, depuis le Brésil, j'essaie de continuer mon travail en analysant plutôt le contexte africain, le contexte du sud du Sahara, essayant ainsi de donner une petite continuité avec mon expérience kenyane. Et j'essaie de continuer à travailler des questions plus méditerranéennes au gré des demandes qui me sont faites, et c'est en l'occurrence ce qui nous réunit aujourd'hui, puisque c'est la réponse à une demande qui m'avait été faite. Alors justement, là vous avez fait escale à Marseille avant d'aller à Rome pour un autre colloque, et vous présentez justement ce livre donc, qui a été fait à partir, ce sont les actes de l'université d'hiver de Chrétiens de la Méditerranée. Cette université s'est tenue en mars 2023, la date a son importance aussi, et c'est intitulé « La paix au Moyen-Orient, quelles implications des chrétiens ». Alors d'abord pour resituer, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, Chrétiens de la Méditerranée. Chrétiens de la Méditerranée, c'est un réseau d'acteurs de paix. C'était le titre qui lui avait été donné par Jean-Claude Petit lors de sa fondation au début des années 2000, au milieu des années 2000. Jean-Claude Petit, qui était l'ancien directeur du journal La Vie, et qui avait cherché à rassembler des acteurs des deux rives, des acteurs chrétiens, des acteurs aussi musulmans, qui contribuent à la paix aujourd'hui, en tout cas qui cherchent à établir la paix autour du bassin méditerranéen, et puis plus principalement au Proche et au Moyen-Orient. Et Jean-Claude Petit avait cherché le parrainage de plusieurs institutions qui pourraient aider ce réseau à grandir et à continuer sa mission. Il y a d'abord l'œuvre d'Orient, et puis il y a Pax Christi, et enfin l'Institut catholique de la Méditerranée, qui était à l'époque dirigé par celui qui est aujourd'hui le cardinal de Marseille, Monseigneur Jean-Marc Aveline, et qui a donc accompagné l'histoire de ce réseau chrétien de la Méditerranée, notamment du point de vue de la formation. C'était l'apport de l'ICM à ce réseau chrétien de la Méditerranée, en contribuant à organiser des rencontres à l'abbaye de Sénanque, par exemple, des rencontres annuelles, ou des rencontres universitaires dans plusieurs villes de France. Chaque année, donc il y a eu des universités ici à Marseille en 2012 et en 2016 sur l'Algérie. Il y en a eu à Annecy, il y en a eu à Lyon, du coup, par exemple, en 2023. Et ces universités tentent de répondre aux grands objectifs du réseau, qui est un réseau qui cherche à informer et à former les chrétiens sur les questions liées au Moyen-Orient, en particulier les questions qui cherchent à travailler sur la paix, à établir des conditions de paix autour du bassin méditerranéen et au Proche et Moyen-Orient. Alors je précisais que cette université d'hiver avait eu lieu en mars 2023, ce qui a son importance, puisque vous dites dans l'introduction qu'à ce moment-là, le monde vivait encore dans l'illusion d'une paix en marche au Moyen-Orient, grâce au développement des liens commerciaux. Il y avait eu les accords d'Abraham sur lesquels on fondait beaucoup d'espoir, si on peut dire. On avait l'impression que le Moyen-Orient pouvait être en voie d'apaisement, mais au moment de la mise en page de cet ouvrage, vous avez été rattrapé par l'actualité avec le 7 octobre 2023, les atrocités commises par le Hamas en Israël, et la guerre qui s'en est suivie à Gaza. Et on va parler de ces différentes contributions donc, qui ont eu lieu avant, mais qui expliquent aussi beaucoup de ce qui se passe actuellement. Et pour parler justement de ces différentes contributions, j'ai repris en fait la contribution de Michel Younes, qu'on a bien connu ici aussi, qui a été prof aussi à l'ICM. Et il avait pris quatre thèmes pour expliquer la situation. Les conflits, les chemins de paix, le dialogue et la fraternité. Alors les conflits, malheureusement, le poids de l'histoire dans tout le Moyen-Orient, il y a Israël et Palestine, mais il y a aussi la Syrie, il y a aussi l'Irak, le Liban, le Yémen, même si on n'en parle pas beaucoup, je dirais aussi l'Iran,
dont on parle. Alors si vous voulez parler un petit peu de géopolitique, parler de cette histoire tragique aujourd'hui, comment on en est arrivé là, même si on ne va pas en 5 minutes refaire toute l'histoire. Et qu'est-ce qui peut expliquer, voilà. Et qu'est-ce qui dans ce livre peut expliquer aussi la situation. Il y a plusieurs éléments en effet qui permettent de peut-être de décoder un peu une situation qui est extrêmement complexe et qui, je le redis à chaque fois, qui mérite la complexité, ou plutôt nous devons affronter la complexité, ne pas chercher à feindre que la situation soit plus simple que ce que l'on aimerait et qu'il n'y a pas le blanc et le noir. Exactement. Donc cette complexité est nécessaire, et cette complexité est aussi à la base des nombreux conflits qui agitent et qui ensanglantent la région aujourd'hui. Je crois qu'il y a un premier phénomène qui est important, c'est non pas le poids de l'histoire, mais le poids des empires, qui, au Moyen-Orient, explique jusqu'à l'appellation même de Moyen-Orient, puisque Moyen-Orient est une expression qui a été forgée dans les couloirs de la diplomatie britannique, Middle East, pour désigner, je vais très vite, mais pour désigner une région qui se situait entre les Indes, le cœur de l'Empire, et l'Europe, et notamment l'Angleterre. Une région qui était donc à moyen terme dans cet empire, et une région qui devient de plus en plus polarisée autour du golfe Persique, quand on découvre notamment le pétrole, et que les Anglais, avant d'autres, vont chercher à contrôler, je le dis rapidement là aussi, mais vont chercher à contrôler cette région et ses ressources naturelles. Le poids des empires, c'est donc d'abord la présence de l'Empire britannique qui fait face notamment à l'Empire russe. On parle de grands jeux entre le 19e et le 20e siècle, quand l'Empire russe au nord et l'Empire britannique au sud s'opposent sur ce qui est aujourd'hui l'Iran, une région qu'on peut facilement désigner comme étant l'Iran aujourd'hui. Donc Empire britannique, Empire soviétique, et puis après la Seconde Guerre mondiale, le nouvel empire qu'on peut appeler l'Empire américain, et qui va s'appuyer dans la région sur plusieurs alliés, sur plusieurs acteurs, pour pouvoir étendre son influence et notamment continuer à contrôler certaines routes et certaines ressources qui paraissent importantes. Il y a évidemment parmi ces alliés, il y a non seulement la Turquie kémaliste, il y a l'Iran du Shah, avant qu'il ne tombe en 1979, et puis il y a Israël, qui sont des alliés qui ne sont donc pas arabes, pour la plupart, et qui sont singulièrement liés, notamment dans le cas d'Israël, singulièrement liés aux États-Unis, pour plusieurs raisons, mais aussi pour des liens forts de communautés entre la communauté juive d'Israël, la communauté juive des États-Unis, pour des liens de modèle. On dit souvent un peu vite qu'Israël est la seule démocratie au Moyen-Orient et que c'est une raison suffisante pour apporter son soutien. Et puis une raison de fidélité dans la longueur, dans l'histoire longue. Ça fait plus d'un demi-siècle maintenant qu'Israël est en effet l'allié principal des États-Unis au Moyen-Orient, et ces liens de l'histoire comptent aussi dans la durée. Il y a d'autres raisons, évidemment, de conflits, qui sont plus ou moins liés au conflit israélo-palestinien, mais en particulier, je pense à un conflit qui est la guerre des 6 jours, qui a éclaté en 1967, et qui a été une victoire brillante, en tout cas éclair, d'Israël sur ses voisins arabes, et qui marque une rupture, notamment dans la place religieuse, dans la dimension religieuse des conflits au Moyen-Orient. C'est à partir de ce moment-là, à partir de la fin des années 60, qu'on va voir une croissance de cette dimension religieuse dans les identités au Moyen-Orient. C'est vrai en Israël, c'est vrai dans le monde arabe, où l'échec des nationalismes va laisser place à l'islamisme politique.
Mais c'est vrai aussi en Occident, où par exemple aux États-Unis, des courants conservateurs religieux vont prendre l'ascendant, parmi notamment les conservateurs américains, avec notamment l'élection dans les années 80 de Ronald Reagan. Donc il y a plusieurs explications en effet au conflit en cours. Le poids des empires, cette montée religieuse qui va de plus en plus instrumentaliser, se mêler de politique et qui va éclater un peu partout au Moyen-Orient, mais au-delà, sur les rives méditerranéennes, on l'a bien vu dans les Balkans, on l'a bien vu en Algérie aussi. Il y a des liens entre ces différents théâtres. On pourrait même créer un lien aujourd'hui entre le théâtre israélo-palestinien et le théâtre caucasien et le théâtre ukrainien. Voilà, il y a des liens importants entre les uns et les autres. Et puis, à l'inverse de la montée de la religiosité, je dirais qu'il y a aussi une sécularisation qu'on oublie trop souvent. C'est paradoxal. Paradoxal, en effet. Mais il y a beaucoup d'auteurs qui travaillent ces questions et qui sont bien plus qualifiés que je ne le suis, mais je trouve qu'on aurait tout intérêt à relire les 10 dernières années, par exemple, notamment depuis l'éclatement du printemps arabe, sous l'angle de cette montée de sécularisation. Est-ce que le Moyen-Orient n'est pas lui aussi influencé par la sécularisation ? Je pense que oui, et je pense que cette montée de la sécularisation crée un nombre d'ondes qui sont aussi explicatives. Vous voulez dire par exemple ce qui se passe en Iran actuellement ? Je ne suis pas spécialiste de l'Iran en particulier, mais je crois par exemple que les différentes vagues liées au printemps arabe ont été liées tout simplement à la multiplication des réseaux sociaux, à l'accroissement d'une influence globale qui peut se résumer en termes de libéralisme économique, si on veut, mais qui transporte une certaine vision de l'homme. Et cette vision de l'homme, cette anthropologie nouvelle, ne peut que rentrer en confrontation avec des anthropologies plus traditionnelles. Et il y a là, on est, je crois, dans un moment de transition qui peut être violent, du coup, entre différents modèles. On parlait de mes différentes positions entre l'Afrique, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Global, là. Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, on s'aperçoit qu'il y a des questions culturelles qui ne sont pas comprises de la même manière d'un monde à l'autre. Mais on voit aussi qu'il y a des influences croisées et qu'il y a des formes des modèles culturels qui tendent à s'étendre dans d'autres régions, et cela aussi provoque des remous et peut provoquer des conflits. Donc voilà, c'est quelques raisons de conflits, il y en aurait d'autres. Je pense, on parle d'expansion, on peut parler aussi de résistance. Il y a des gens qui résistent aussi à certaines formes d'expansion, qu'elles soient culturelles, économiques, politiques. Donc il y a plusieurs raisons de conflits, mais il y a de nombreux ouvrages sur la question, et ce petit ouvrage essaie d'indiquer justement quelques références bibliographiques. Alors, la deuxième thématique, les chemins de paix. Dans la situation que vous venez nous décrire, quels chemins de paix sont possibles ? Alors, c'est en effet une question complexe. J'essaierai de la réduire peut-être à ce que les chrétiens peuvent faire. Oui, puisqu'en fait, c'était ça la thématique de cette aussi ça notre proposition, parce que les chemins de paix sont multiples. Certains en ont déjà employé au niveau politique, au niveau économique. Quelle peut être notre contribution en tant que chrétiens, sachant que, comme le dit Monseigneur Gollnisch dans cet ouvrage, les chrétiens sont les seuls à parler de pardon et de réconciliation dans un milieu où les haines se développent chaque jour un peu plus. Donc je crois que c'est ça le premier plan d'action, c'est d'essayer de travailler à la réconciliation des mémoires par exemple, l'écoute des peurs des uns et des autres, et créer des espaces de dialogue. Est-ce que c'est une utopie ? Non. Il y
a déjà des chrétiens au Moyen-Orient qui travaillent ces questions-là. Adian, par exemple, qui est une fondation qui travaille depuis les années 2000 à rassembler des jeunes pour créer des liens d'amitié, travailler sur l'horizon de la citoyenneté, sur l'horizon de l'éducation. Avec Fadi Daou et Nella Tabara, qu'on connaît bien ici. Ouais. Exactement, et qui ont envoyé des jeunes, je pense, Oui. aux rencontres méditerranéennes 23, en septembre dernier. Je pense aussi à André Daher, qui a publié une contribution dans cet ouvrage sur l'éducation. André Daher étant lui-même très engagé dans le milieu éducatif au Liban, et qui parle très bien de cette importance de pouvoir faire éclore une mémoire commune, de travailler ensemble à créer une histoire, une citoyenneté commune. Il dit que l'éducation joue un rôle majeur. Exactement. Et ça, les chrétiens sont déjà très actifs là-dedans. L'œuvre d'Orient soutenant de nombreuses initiatives, comme d'autres initiatives. Je disais qu'à Gaza, c'est là-dedans. Il y a 3 écoles chrétiennes. Enfin, je ne sais pas exactement dans quel état elles sont actuellement. Exactement. Donc les chrétiens ont un rôle, je crois, extrêmement important du point de vue de l'éducation. Je crois qu'ils ont aussi un rôle. Nous avons un rôle du point de vue de la prière. On a de ce côté-ci de la Méditerranée, on connaît bien, en tout cas dans les réseaux proches de l'ISTR, on connaît bien l'esprit d'Assise, qui parle de prière, qui souligne l'importance de la prière sur le chemin de la paix. Dans cet ouvrage, on parle aussi bien évidemment de l'esprit d'Assise. On a cherché aussi à mettre en valeur une organisation qui s'appelle Sabil, qui est un partenaire historique du réseau chrétien de la Méditerranée, et qui produit régulièrement des prières pour la paix, et qui a contribué à mettre en valeur ce concept de kairos. Kairos, qui en grec veut dire le moment opportun, comme une invitation à ne pas sous-estimer que face aux impasses du Moyen-Orient, le moment reste opportun pour continuer le dialogue et continuer à travailler sur les chemins de paix. Le père Moussalam, Manuel Moussalam, qui était venu ici au Mistral, curé de Gaza, qui était venu accompagné par Jean-Claude Petit en 2010, était venu depuis Gaza pour témoigner du dialogue et de l'amitié possible entre les chrétiens, les juifs et les musulmans. Et je crois qu'il nous faut entendre ce témoignage-là. Il y a des impasses, mais il y a aussi une formidable espérance. Et nous n'avons pas le droit, nous, de ce côté-ci de la Méditerranée, de décevoir cette espérance. Nous devons rester fidèles à l'exigence de l'Évangile. Alors, vous parliez de Méditerranée, c'est le père Gabriel Nissim, qui est dominicain, qui est administrateur de Chrétiens de la Méditerranée, qui signe la conclusion de cet ouvrage. Et il dit « Notre parenté méditerranéenne nous oblige ». Et ça fait penser à ce qui s'est passé, les rencontres de Florence, de Bari et de Marseille. On ne va pas oublier Marseille. Les rencontres méditerranéennes. Vous pensez donc que ce réseau qui s'est mis en place arrive à trouver sa place et contribue à cette... qui peut faire quelque chose dans ces chemins de paix, cette recherche de dialogue et de paix? Les défis sont évidemment gigantesques, les difficultés sont évidemment énormes, mais je crois qu'on n'a pas le droit de s'arrêter. Et donc, même si je ne fais pas partie personnellement de ces réseaux, je ne peux qu'apporter mon soutien en parole au moins à ces initiatives qui créent les conditions de l'amitié. On a trop tendance à dénigrer ces rencontres qui peuvent être académiques, mais qui sont en fait des prétextes pour se rencontrer et créer des conditions d'une amitié qui peut sauver des liens quand la situation craque, quand le contexte craque autour. Du coup, oui, ces rencontres-là ont un lien de veille sur cette amitié possible entre les rives de la Méditerranée. Et puis aussi, bien évidemment, je pense qu'on parle en particulier ici, là, dans ce cadre-là, de travaux théologiques. Je pense qu'on ne peut pas sous-estimer le travail d'intelligence de la foi qui permet de comprendre notre foi chrétienne à l'aune des tragédies de notre temps. D'ailleurs, le réseau des théologiens de la Méditerranée est très actif
Exactement. Voilà. Et je crois qu'il a tout intérêt à continuer en face des problématiques de notre moment. Chercher à creuser chaque jour un peu plus le mystère de la foi chrétienne face aux tragédies. Vous parlez du curé de Gaza, et il y a beaucoup de chrétiens d'Orient, malheureusement de moins en moins, puisque beaucoup quittent ces pays en guerre parce qu'ils ne peuvent plus y vivre. Quel rôle ont-ils sur place? Ceux qui peuvent rester sur place ont un rôle essentiel pour maintenir le dialogue et la fraternité, qui sont les deux autres axes cités par Michel Lyonès. Ils ont justement ce rôle-là, de permettre la possibilité d'un dialogue, puisque dans la plupart des pays arabes, depuis que les pays arabes se sont vidés de leur communauté antique juive au lendemain de la création de l'État d'Israël, les chrétiens représentent cette altérité fondamentale dans ce monde arabe par rapport à l'islam en particulier. Donc ils permettent tout simplement la possibilité d'un dialogue. Et ils permettent, je crois, la possibilité d'une citoyenneté qui ne se résume pas à une identité religieuse. Donc ils placent le monde arabe sur la possibilité d'une citoyenneté universelle. Et je crois que le service est gigantesque. Est-ce une tâche héroïque? Oui, je le crois bien. Et donc c'est la raison pour laquelle nous devons leur apporter notre soutien. Non pas comme des protecteurs, cependant, comme le dit très bien Monseigneur Gollnisch dans l'ouvrage, directeur de l'œuvre d'Orient, pardon, non pas comme des protecteurs, mais comme des accompagnateurs. Et je crois que la nuance est très importante pour que l'on évite de retomber dans des schémas colonialistes qui n'ont pas apporté ce que leurs inventeurs nous laissaient espérer. Donc je crois qu'il faut arriver à sortir, comme dit Monseigneur Aveline, d'enlever le casque colonial pour essayer d'établir une relation dialogale. Et je crois que les chrétiens d'Orient en particulier ont ce rôle fondamental en Orient, mais aussi avec nous de l'autre côté de la Méditerranée, pour nous témoigner de l'espérance. Nous qui sommes souvent assis dans un certain confort et qui oublions que la foi chrétienne est aussi incarnée dans des tragédies et que c'est souvent la seule lumière qui reste. On peut s'inspirer de leur courage. Exactement. Alors justement, comment favoriser, le Père Nissim me pose aussi la question, comment favoriser en France notre solidarité avec tous ces acteurs de paix, chrétiens et non chrétiens, et musulmans, ou sans religion, tous ces acteurs de paix au Moyen-Orient? Alors, je dirais d'abord en étant fidèle à l'Évangile. Mais en pensant bien que la foi chrétienne est exigeante et qu'elle ne se satisfait pas de la médiocrité. Donc, être fidèle à l'Évangile, être sûr aussi que la prière a toute sa part dans ce soutien aux acteurs de paix, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils ne soient pas chrétiens. La prière qui peut rassembler, au-delà d'une seule prière chrétienne, toute prière adressée à Dieu. Et donc je crois qu'il y a là un chemin, une voie dans l'esprit d'Assise qui est tout à fait fondamentale. Et puis il y a la formation. Je crois qu'on ne doit pas sous-estimer l'importance de se tenir informé et de continuer à se former pour ne pas se laisser avoir, pour ne pas tomber dans une forme de naïveté d'un côté ou dans une forme de haine un peu facile. Et cette ligne de crête de la formation, elle est possible dans différents endroits, notamment ici à Marseille, avec l'Institut catholique de la Méditerranée, ou alors ailleurs, quand par exemple des universités diverses sont organisées par des réseaux comme le réseau chrétien de la Méditerranée, mais il y a d'autres acteurs en France. Je pense par exemple là que le réseau chrétien de la Méditerranée a un site web qui permet de se tenir informé au plus près. Donc j'encourage tout simplement celles et ceux qui sont intéressés par la question à s'abonner à la newsletter du site chrétien de la Méditerranée, qui permettra d'avoir une information en continu et qui évitera peut-être de prochaines mauvaises surprises quand se profilent d'autres crises, comme on l'a vu le 7 octobre dernier.
Merci Rémi Kokanas. Alors je rappelle Merci donc le titre de cet ouvrage que vous avez dirigé, La paix au Moyen-Orient, quelles implications des chrétiens, donc les actes de l'Université d'hiver à Lyon au mois de mars 2023 de Chrétiens de la Méditerranée, et le livre est copublié par les publications Chemin de Dialogue et Chrétiens de la Méditerranée. Merci, bon retour au Brésil. Merci beaucoup. Vous allez à Rome d'abord, bon retour ensuite au Brésil, et à bientôt à Marseille, on l'espère. Merci.